je vais vous raconter une longue histoire qui commence en 1935 avec Einstein et qui se poursuit aujourd'hui avec ce que nous sommes un certain nombre à appeler une nouvelle révolution quantique. Et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, en anglais, j'ai d'une part un texte que l'on peut télécharger sur le web, d'autre part un texte qui est la préface des œuvres de John Bell sur les fondements de la physique quantique. Je vous recommande d'acheter ce livre, non pas à cause de sa préface, mais parce que les papiers de John Bell sont absolument merveilleux. Mais au passage, vous pourrez quand même lire la préface qui développe un certain nombre des idées que vous allez entendre aujourd'hui. Et enfin, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, non seulement sur la physique quantique, mais sur de nombreux aspects de la physique moderne, eh bien, vous pouvez acheter la nouvelle édition de ce livre qui est paru en 2005 chez Odile Jacob. C'est un livre qui a une douzaine d'auteurs sur des sujets variés de physique moderne. C'est destiné à un public général, cultivé, et je pense que c'est un livre qui mérite d'être dans sa bibliothèque lorsqu'on s'intéresse à la science. Alors aujourd'hui, je vais donc remonter à ce qu'on appelle le problème de... Alors vous voyez, pour faciliter le travail des traducteurs, et puis pour que les gens qui sont anglophones puissent suivre plus facilement, les transparences sont en anglais et le texte oral est en français. Donc on va commencer par ce qu'on appelle le problème de Einstein, Podolsky et Rosen, et surtout la façon dont John Bell a développé la problématique présentée par Einstein, Podolsky et Rosen à un point qui n'était certainement pas soupçonné par ses auteurs, qui a permis de conduire à des tests expérimentaux de ce qu'on appelle aujourd'hui les inégalités de Bell. Et enfin, dans la dernière partie de l'exposé, eh bien, nous verrons comment tout ça débouche sur l'information quantique et ce qu'on peut appeler une nouvelle révolution quantique. Donc commençons par Einstein, Podolsky et Rosen. On sait que Einstein a une position assez étrange vis-à-vis de la physique quantique. Il est incontestablement un des pères fondateurs les plus importants, puisque si Planck émet l'hypothèse de la quantification des échanges d'énergie entre le rayonnement et la matière en 1900, en 1905, Einstein émet une hypothèse encore beaucoup plus radicale. Non seulement les échanges se font par quanta, Lichtquanten, se font par grains, mais la lumière elle-même est quantifiée. Ce ne sont pas que les échanges, c'est la lumière elle-même est formée de grains, qui sont appelés plus tard les photons. Et de cette hypothèse, Einstein déduit un certain nombre de conséquences, en particulier sur ce qu'on devrait observer dans l'effet photoélectrique. Il faudra une quinzaine d'années, ou une bonne dizaine d'années, pour que les physiciens soient convaincus de la validité de cette hypothèse d'Einstein. Au début, personne ne le prenait au sérieux. Millikan, le grand Millikan, fera des mesures et dira, quelques décennies plus tard, qu'il s'est embarqué dans ces mesures pour prouver que la loi de l'effet photoélectrique prédite par Einstein était fausse, et c'était un excellent expérimentateur. Il a fait son expérience comme il faut. Il a trouvé que Einstein avait raison. Et Einstein a eu le prix Nobel, non pas pour la relativité, mais pour l'effet photoélectrique. Mais malgré ce rôle essentiel au début de la physique quantique, tout à fait à la phase initiale de la physique quantique, Einstein s'est rapidement écarté du courant principal qui était développé essentiellement sous l'égide de Niels Bohr à Copenhague, et il s'est essentiellement écarté de l'interprétation, de la façon dont Bohr et ses élèves interprétaient le formalisme mathématique. Depuis le début de cette semaine, vous avez entendu dire par nous tous que nous sommes tous d'accord sur les équations, sur le formalisme mathématique, mais il faut savoir que ce formalisme mathématique est tellement éloigné du monde sensible, du monde que nous pouvons toucher tous les jours, que interpréter les équations est une vraie question, est un vrai problème. Et
l'interprétation la plus courante a été développée par Niels Bohr et ses élèves, on l'appelle l'interprétation de Copenhague, et Einstein était de plus en plus en désaccord avec cette interprétation. Et il a émis de nombreuses objections. On connaît le fameux congrès Solvay, dans lequel quasiment tous les jours Einstein venait avec une objection et le lendemain Niels Bohr avait répondu à l'objection. Mais quelques années après le congrès Solvay, Einstein a émis une objection dont on peut dire qu'elle survit encore aujourd'hui, qui a été présentée dans ce papier, dans cet article qu'on appelle l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen, et dans lequel Einstein et ses collègues se sont intéressés pour la première fois, ont découvert que le formalisme quantique, encore une fois ce formalisme mathématique, permet d'envisager ce qu'on appelle des paires de particules intriquées. Au même moment, Schrödinger, un autre des pères fondateurs de la physique quantique, lui aussi un petit peu en marge de l'école de Copenhague, Schrödinger a également découvert l'intrication, ce qui l'a conduit à présenter un objet bizarre dont nous reparlerons, le chat de Schrödinger. Mais néanmoins, c'est l'objection d'Einstein, Podolsky et Rosen qui, sur le long terme, a eu le plus de conséquences, et c'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Alors il faut savoir que ce papier d'Einstein, Podolsky et Rosen, cet article, a eu très peu d'écho lorsqu'il a été publié, que la plupart des physiciens ont ignoré ce papier et qu'il a fallu le travail de John Bell 30 années plus tard et après la mort et d'Einstein et de Bohr pour remettre le problème qu'ils avaient posé en lumière. Et c'est ce que je vais vous raconter ici. Et puis, je vous expliquerai comment cette intrication est au cœur de ce que nous appelons aujourd'hui l'information quantique. Donc, quel est le problème qui obsédait Einstein ? Einstein n'aimait pas du tout que le formalisme de la physique quantique fasse des prévisions probabilistes, des prévisions statistiques. En physique quantique, la plupart du temps, vous dites je prépare un système ainsi, je mesure telle quantité, et ce que les mathématiques me disent, c'est que lorsque je mesure telle quantité, j'ai 23% d'observer le résultat numéro 1, 47% d'observer le résultat numéro 2, et si je ne me suis pas trompé, peut-être 30% d'observer le résultat numéro 3. Et Einstein ne pouvait pas admettre qu'une théorie fondamentale soit une théorie qui fasse des résultats, qui exprime ses résultats sous forme de probabilité. Il savait bien sûr que de nombreuses théories physiques s'expriment sous forme de probabilité. Par exemple, si vous voulez décrire la distribution des vitesses des molécules de l'atmosphère que nous avons ici, vous allez utiliser une distribution de probabilité qu'on appelle la distribution de Maxwell-Boltzmann, mais c'est parce que c'est un outil commode. Personne ne doute qu'en fait, chaque molécule a sa vitesse bien déterminée, mais si on voulait décrire ça serait, c'est une tâche impossible, il y en a beaucoup trop, mais en principe, on pourrait décrire chaque molécule. Donc on utilise les probabilités comme une commodité. Mais ce n'est pas une description ultime lorsque je décris les molécules de cette pièce. Et donc Einstein pensait que le fait que la physique quantique ne fasse que des prévisions probabilistes était le signe qu'il devait y avoir une description plus fine. Ce que j'ai symbolisé ici par, évidemment, un mécanisme de montre suisse, il devait y avoir quelque chose de plus fin. La montre, on voit les aiguilles, mais il y a quelque chose en dessous. Et donc, il se demandait vraiment s'il y avait un tel niveau subquantique. Et avec l'article de 1935, il a pensé qu'il avait réussi à démontrer qu'il était indispensable d'introduire un tel niveau, que sinon, la théorie n'avait aucun sens. Bohr a immédiatement été en désaccord avec cette conclusion, et, encore une fois, il a fallu attendre Bell, et donc presque 30 ans, pour pouvoir avancer dans ce débat qui, on peut le dire, était un magnifique débat, mais qui n'a pas beaucoup avancé en 30 ans, jusqu'à ce que Bell arrive. Alors de quoi s'agit-il ? On va décrire ici l'expérience d'Einstein, Podolsky et Rosen telle qu'elle a été réalisée sous sa forme moderne, mais en respectant complètement l'esprit du raisonnement d'Einstein, Podolsky et Rosen.
nous allons avoir une paire de photons, un photon qui va partir vers la gauche et un photon qui va partir vers la droite. Ils ont des couleurs différentes, on peut parfaitement les identifier. Et sur chacun de ces photons, on va mesurer une polarisation. Alors, qu'est-ce que c'est la polarisation de la lumière? C'est le fait que quand j'ai un faisceau lumineux qui se propage, eh bien, on a un champ électrique qui vibre perpendiculairement à la direction de propagation, et naturellement, il peut vibrer dans un plan qui peut avoir n'importe quelle orientation. C'est ça la polarisation. Alors, si j'ai un faisceau lumineux, par exemple un faisceau laser qui va vers la gauche ici, et je place un polariseur orienté suivant une direction que je caractérise par un vecteur petit a, que se passe-t-il? Si le faisceau lumineux qui est là est polarisé suivant A, la lumière va sortir dans ce qu'on appelle le rayon ordinaire, et on va dire qu'on obtient le résultat plus 1. Si la lumière qui arrive ici est polarisée perpendiculairement à la direction mesurée par le polariseur, la lumière va sortir dans le deuxième canal qu'on va appeler canal moins 1. Si la lumière est polarisée en faisant un certain angle avec la direction A, eh bien, il y a une fraction qui va aller vers le haut et une fraction de la lumière qui va aller vers le bas. Par exemple, si la polarisation est en 45 degrés de A, 50% de la lumière va aller vers le haut, 50% va aller vers le bas. Si elle est à 30 degrés, 3/4 va aller vers le haut, 1/4 va aller vers le bas, etc. Bon, tant qu'on a un gros faisceau lumineux, aucun mystère. Si vous avez un photon et un seul, le photon ne peut pas se couper en deux. Donc si par exemple on envoie un photon qui est polarisé à 45 degrés de la direction d'analyse, eh bien dans un cas sur deux, il va aller vers le haut, et dans un cas sur deux, il va aller vers le bas. Voilà le caractère probabiliste des prévisions de la physique quantique. Voilà un exemple où la physique quantique vous donne un résultat probabiliste. Donc on peut faire l'expérience, répéter un grand nombre de fois l'expérience, on envoie un grand nombre de fois les paires de photons là-dessus, et on va pouvoir mesurer les probabilités simples, P plus de A, par exemple, c'est la probabilité d'obtenir plus 1 quand ce polariseur est orienté suivant A. De même, P moins de B est la probabilité d'observer moins 1 quand le deuxième polariseur est orienté suivant petit b. Alors ça, on va voir que c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder ce qu'on appelle les probabilités conjointes. Par exemple, P++ de AB, c'est quoi? Eh bien, c'est la probabilité d'obtenir plus 1 ici et plus 1 là pour la même paire, lorsque les polariseurs sont dans les orientations A et B. Alors on peut mesurer ces quatre probabilités. Alors jusque-là, il n'y a pas de physique quantique, sauf le fait que je vous ai dit qu'il y a des photons. Alors, la situation Einstein-Podolsky-Rosen va arriver à partir du moment où on va être capable de préparer les deux photons dans cet état de polarisation-là. Alors j'en vois qui commencent à faire la grimace, on leur avait dit que c'était une conférence vulgarisation. Moi, j'ai jamais promis qu'il n'y aurait pas d'équation sur mes transparents. Mais parfois, il y a des gens qui promettent qu'il n'y aura pas d'équation sur les transparents. Alors, je vais vous dire qu'il n'y a aucune raison de paniquer parce qu'il y a des équations sur les transparents. Je pense que la plupart d'entre vous sont déjà allés au concert. Quelques-uns y vont avec leur partition, lisent la musique pendant que l'orchestre joue. Mais la plupart d'entre vous vous contentez d'écouter la musique. En tout cas, moi, c'est mon cas. Alors, je demande à ceux qui ne connaissent pas la musique, je veux dire qui ne savent pas lire les équations, de simplement m'écouter. Je ne vais pas chanter, je vous rassure, mais écoutez la musique de mes mots, et puis certains d'entre vous ont le droit de lire les équations. Il n'y a pas de raison de les en priver, ça les frustrerait. Alors, exemple, ici, je vais vous raconter la musique qui est donnée par cet état intriqué, qui est la découverte fondamentale d'Einstein, Podolsky et Rosen. Le premier terme ici, XX, désigne une paire de photons dont tous les deux seraient polarisés suivant la direction X. Vous voyez, les axes sont ici. Donc, si j'ai une paire de photons qui sont tous les deux polarisés suivant la direction X, je désigne par XX. Si j'ai une paire de photons dont tous les deux sont polarisés suivant Y, je le désigne par l'objet mathématique YY. Ce qu'Einstein, Podolsky et Rosen remarquent, c'est que le formalisme de la mécanique quantique autorise à considérer la superposition de XX et de YY. Et ça, c'est tout à fait troublant. Ça vous trouble peut-être pas, mais si je vous dis que c'est aussi troublant que de considérer un chat à la fois vivant et mort, vous comprendrez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que Schrödinger a développé une analyse analogue à peu près au même moment.
Donc c'est extrêmement étonnant d'avoir une paire qui est à la fois XX et YY. On a déjà entendu parler d'un certain nombre de situations comme ça cette semaine. Par exemple, on vous a dit qu'on pouvait avoir un courant électrique qui allait à la fois dans un sens et dans l'autre sens. Eh bien, on a une situation aussi paradoxale ici. Alors pourquoi est-elle paradoxale? Jusque-là, vous allez me dire, je ne vois pas en quoi elle est paradoxale. Ben, je vais vous montrer. Dès que vous avez l'équation qui vous décrit... Ah, c'est gentil, oui, ça me dérange un peu. Tu peux le mettre en bas, non, carrément? Ça m'agace, ce truc-là. je suis désolé pour les gens qui ont eu la gentillesse de mettre des fleurs, mais... Une fois que vous avez l'état quantique qui est décrit, ici, par l'équation, les mathématiques quantiques vous permettent très facilement de calculer les diverses probabilités dont j'ai parlé tout à l'heure. Par exemple, si vous calculez les probabilités simples, eh bien, vous avez le résultat suivant, P plus égale P moins égale 50%, quelle que soit l'orientation. Donc, quelle que soit l'orientation, 50% de chance d'aller d'un côté, 50% de chance d'aller de l'autre. Ceux qui connaissent un peu ces choses-là, la lumière apparaît totalement non polarisée. Même chose de l'autre côté. Mais alors, quand on calcule les probabilités conjointes, là, pour le coup, il se passe quelque chose. Parce que P++, ou bien P-, ont la valeur, prédite par la physique quantique, pour cet état 1/2 du carré du cosinus entre l'angle des deux polariseurs. Et donc, si par exemple, vous prenez l'angle nul, c'est-à-dire les deux polariseurs font la mesure suivant la même direction, alors vous trouvez que P++ égale 1/2. Et ça, je dis que c'est extrêmement étonnant, c'est une corrélation très très forte. Alors vous ne le voyez pas à l'œil nu, que c'est une corrélation très forte, donc je vais vous en convaincre. Je reviens sur le fait que P plus de A, la probabilité d'avoir ce résultat-là vaut 50%. Et maintenant, je vous dis que la probabilité conjointe d'avoir ce résultat et ce résultat vaut également 50%. Ça veut dire que la probabilité conditionnelle d'obtenir ce résultat-ci, alors que j'ai déjà obtenu le premier résultat, cette probabilité conditionnelle est de 100%. Autrement dit, nous sommes dans la situation suivante. Ici, on a 50% de chance d'avoir plus 1, 50% de chance d'avoir moins 1. Comme si je lance une pièce de monnaie, je peux avoir pile ou face. Même chose de l'autre côté, je peux avoir pile ou face. Mais si je trouve plus 1 ici, je suis certain d'avoir plus 1 ici. Et si je trouve moins 1 ici, je suis certain d'avoir moins 1 de l'autre côté. C'est ça qu'on appelle une corrélation très forte. Ça a l'air aléatoire, c'est aléatoire d'un côté, c'est aléatoire de l'autre, mais si j'ai pile, et si j'ai face, j'ai face. Donc il y a corrélation très forte entre ces deux variables aléatoires. Bon, alors là, une petite technicité. Il faut définir de façon quantitative le coefficient de corrélation entre des variables aléatoires. C'est une définition qui est tout à fait classique. C'est la valeur moyenne du produit moins le produit des valeurs moyennes, ou bien la probabilité d'avoir des résultats identiques, je veux dire plus et moins la probabilité d'avoir des résultats croisés, plus moins et moins plus. Ceci est une définition purement classique. Et si dans cette définition purement classique, j'introduis les résultats du calcul quantique pour les P de plus, etc., j'obtiens un résultat qui est ce qu'il est, qui est que ce coefficient de corrélation vaut le cosinus de 2 fois l'angle. Bon, c'est pas passionnant, mais on en aura besoin tout à l'heure. Le point essentiel, c'est que vous pouvez vérifier que si l'angle AB vaut 0, eh bien, ce coefficient de corrélation vaut 1, c'est-à-dire qu'on retrouve bien l'idée que pour les deux polariseurs parallèles, on a 100% de corrélation prévue par la physique quantique. Alors c'est à ce moment-là que ça commence à devenir intéressant. Le fait qu'on ait des corrélations très fortes entre des résultats à distance, il n'y a pas de quoi sauter au plafond en disant c'est mystérieux, c'est miraculeux, mais c'est quand même un fait important qu'il convient de comprendre. Moi j'ai choisi de faire de la physique, avant même d'avoir attrapé le virus dont parlait Nicolas tout à l'heure, j'ai choisi de faire de la physique parce que je pense que quand il y a des corrélations entre divers événements dans le monde, ces corrélations ont une cause. Et le but de la physique est de découvrir ces causes, de découvrir pourquoi les événements s'enchaînent les uns aux autres et ne sont pas complètement au hasard. Et donc, à partir du moment où on a une forte corrélation entre quelque chose qui se passe ici et quelque chose qui se passe là, on se dit, je voudrais bien comprendre ça. Alors évidemment, on peut dire,
pour comprendre, c'est simple. J'ai fait un calcul quantique, il n'y a qu'à regarder les équations. C'est déjà une façon de comprendre. Mais moi, à la différence de certains de mes collègues, théoriciens éminents, il y en a un certain nombre ici, regarder les équations au fond des yeux, c'est pas tout à fait une explication qui me satisfait. J'aime bien aussi avoir des modèles, des sortes de modèles intuitifs. Et donc j'aimerais bien avoir une image, un modèle simple, pour comprendre intuitivement ces corrélations. Bien sûr, pour avoir un calcul quantitatif, je suis d'accord, il faut écrire des équations. Mais avant les équations, j'aime bien avoir un petit modèle simple. Alors pour vous faire comprendre ce que je veux dire, nous allons tous faire une expérience. C'est une expérience formidable, on peut la faire aussi nombreux que l'on soit. Alors, il va y avoir le côté gauche de la salle, et il va y avoir le côté droit de la salle. Et vous allez tous observer, alors ceux qui sont là-bas, ils sont très éloignés de ceux qui sont ici. Et vous allez tous observer l'écran, à 3, vous allez observer soigneusement ce qui se passe, et après on va voir si par hasard il n'y a pas une corrélation entre ce qui est observé d'un côté et de l'autre. Donc on compte 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous avez vu? Allez, voilà, et on fait ça. On a vu un point vert qui tournait comme ça. Et vous là, vous avez vu quoi là? Toi, t'as rien vu, toi. Ah si, t'as vu, voilà. Thierry Jamarqui, bien qu'il soit théoricien et pas expérimentateur, il a quand même vu un point vert qui tournait. Donc, il y a une forte corrélation entre ce que vous avez observé et ce qu'ils ont observé ici. Et on a un modèle simple. Il y a un petit rayon laser qui est parti de mon pointeur, qui est allé sur l'écran, là il y a eu une diffusion, et puis la lumière s'est propagée dans toute la salle, et donc c'est ça que j'appelle une image simple. D'accord? On a pas de mal à comprendre, on ne dit pas c'est miraculeux, il y a une corrélation entre ce qui a été observé ici et là, on a un modèle simple pour ces corrélations. Donc c'est ça que l'on cherche. Eh bien, figurez-vous que si vous cherchez une image simple dans la façon la plus simple pour un technicien de la physique quantique de faire le calcul, vous n'arrivez pas à trouver une image aussi simple que celle que je viens de décrire. Et la raison, on l'a déjà évoqué plusieurs fois cette semaine, elle est que les calculs quantiques se déroulent dans un espace abstrait, qu'on appelle un espace de Hilbert, et en particulier ici, elles se déroulent dans un espace qui décrit simultanément les deux particules, les deux photons, celui qui va vers la gauche et vers la droite, ce qu'on appelle le produit tensoriel de l'espace qui décrit le premier par l'espace qui décrit le second. Et dans la mesure où ce calcul est fait avec des objets bizarres qui vivent dans un espace qui n'est absolument pas le nôtre, on n'arrive pas à faire une image aussi simple que celle que je vous ai présentée avec le petit faisceau laser. Et en fait, la raison pour laquelle on n'arrive pas à faire d'image est reliée au fait il n'est pas possible mathématiquement de factoriser la quantité qui était là, qui est écrite ici. Si on pouvait l'écrire sous la forme d'un terme associé au premier photon que multiplie un terme associé au deuxième photon, on pourrait dire le premier photon a une polarisation qui est comme ceci et le second a une polarisation qui est comme cela. Mais comme on ne peut pas factoriser, c'est à la fois ceci et cela, et c'est ça qui entraîne la difficulté. Alors en fait, il faut quand même insister, et comme l'a dit Asher Perez, et pourtant Dieu sait qu'Asher Perez était un théoricien de la physique quantique, si j'ose dire, orthodoxe, mais malgré tout, Asher Perez, qui était un brillant théoricien, insistait sur le fait que les phénomènes quantiques n'apparaissent pas dans un espace de Hilbert. À la fin, ils apparaissent dans un laboratoire, qui est un espace réel. Et donc, il ne faut pas se décourager, il faut quand même essayer de donner une description dans l'espace réel. Alors, il y a un moyen qui consiste à prendre une méthode de calcul un peu plus longue et un peu plus lourde que la méthode précédente, qui va consister à imaginer qu'on va d'abord faire la mesure au premier polariseur et ensuite seulement au second, par exemple parce que le premier est un peu plus près de la source que le second ou que le premier photon était mis un peu avant. Et alors si vous faites ça, on connaît déjà ce que nous a permis de calculer la physique quantique. On sait qu'on a 50% de chance de trouver le résultat plus 1 et 50% de chance de trouver le résultat moins 1. Donc voilà un fait acquis, j'ai soit plus 1, soit moins 1. Et maintenant, comment dois-je poursuivre le calcul? Eh bien, je prends la Bible, comme dit Nicolas, c'est-à-dire pour les Français, mais pour beaucoup de gens dans le monde, le Cohen du l'Aloé. On va regarder dedans, et vous disent, voilà, il y a le fameux postulat de réduction du paquet d'ondes. Et le postulat de réduction du paquet d'ondes vous dit que juste après une mesure, l'état du système peut être obtenu en projetant l'état initial sur ce qu'on appelle le sous-espace propre associé au résultat de la mesure.
Le résultat est écrit ici. Si j'ai obtenu le résultat plus 1, cette projection sur le sous-espace propre, etc., pour les traducteurs eigenspace corresponding to the result of measurement, lorsque j'ai eu le résultat plus 1, qui correspond au résultat de mesure associé à une polarisation du photon suivant cette direction-là, eh bien, juste après la mesure, cette projection me donne une paire de photons qui vont être tous les deux polarisés suivant 1. Mais si j'ai eu le résultat moins 1, cette opération de projection me dit que juste après la mesure, j'ai une paire de photons qui sont tous les deux polarisés perpendiculairement à 1. Voilà ce que me dit l'application simple de ce qui est écrit dans la Bible. Et maintenant que j'ai fait ça, je regarde ce qui se passe au deuxième polariseur. Alors, si j'ai eu le résultat plus 1, j'ai donc cet état-là, et maintenant que j'ai cet état-là, si par exemple je mets le deuxième polariseur dans une direction qui est parallèle à A, eh bien, le photon numéro 2 étant polarisé suivant A, j'obtiens plus 1 à tout coup. C'est ce qui avait été prévu par le premier calcul. Et si je considère l'autre résultat, qui correspond à cette projection-là, eh bien, maintenant le deuxième photon est polarisé perpendiculairement à A, et donc il sort ici à tout. Et j'ai donc retrouvé les résultats qui avaient été obtenus par un calcul plus élégant, mais que je n'arrivais pas à plonger dans l'espace réel. Et plus généralement, c'est pas difficile de démontrer que si le deuxième polariseur a une orientation quelconque, eh bien, on obtient les mêmes résultats. Et donc, maintenant, on a une image qui est simple, qui est claire, et qui est dans notre espace, l'espace dans lequel nous vivons, l'espace à 3 dimensions dans lequel nous vivons. Il y a seulement un petit problème. C'est que, si on obtient le résultat plus 1, alors la paire de photons est polarisée parallèlement à A, mais si on obtient le résultat moins 1 ici, alors la paire est polarisée suivant moins A. Ce qui fait que le résultat de mesure que vous obtenez ici, qui est apparemment aléatoire, suivant que vous obtenez le premier résultat ou le deuxième résultat, il semble que le deuxième photon, instantanément, va soit se mettre parallèle à A, soit se mettre perpendiculaire à A. Et ça, instantanément, et quelle que soit la distance entre les deux côtés. Et ça, évidemment, c'était inacceptable pour Einstein. N'oubliez pas qu'Einstein a débuté dans la vie, si j'ose dire, par un coup d'éclat qui consiste à développer la relativité. Et un des dogmes, un des résultats essentiels de la relativité, c'est que rien ne va plus vite que la lumière. Or ici, on vous raconte que si j'obtiens plus 1 ici, instantanément, l'autre photon est polarisé plus A. Si j'obtiens moins 1, instantanément, l'autre photon est polarisé perpendiculairement à A. Ceci était évidemment inacceptable pour Einstein. Et donc Einstein s'est attaché à se demander si on ne pouvait pas expliquer autrement ces corrélations. Et la réponse, évidemment, est oui, on peut les expliquer autrement. On peut les expliquer avec un petit schéma analogue à mon petit point vert. Imaginez que dès le début, ici, lorsque les deux photons sont émis, ils ont la même polarisation. Par exemple, ils sont tous les deux, dès le début, polarisés suivant X. Alors on ne va pas être étonné qu'ils sortent tous les deux dans le canal plus 1. Et puis peut-être que la paire suivante, les deux vont être polarisés suivant Y. Et dans ce cas-là, on ne va pas être étonné qu'ils sortent dans le canal moins 1. Et on peut généraliser ça. Et donc, si vous acceptez que dès le début, la paire de photons partage une propriété commune, et que c'est cette même propriété qui étant amenée par un photon d'un côté, par l'autre photon de l'autre, va déterminer le résultat des mesures, vous pouvez parfaitement rendre compte des corrélations. Et donc, vous avez une image qui est simple et convaincante, qui au fond est analogue à celle que vous développez quand vous observez que des jumeaux vrais développent, par exemple, la même maladie. Vous en concluez que c'est une maladie d'origine génétique, et la cause, c'est le fait que les deux jumeaux possèdent le même jeu de chromosomes. Si vous faites ce genre de raisonnement, je suis sûr que personne va contester la conclusion. Donc ici, c'est la même chose. Vous dites, eh bien, on admet que dès le début, les deux photons ont des chromosomes, entre guillemets, identiques. Alors il faut se rendre compte immédiatement que ceci revient à compléter le formalisme de la mécanique quantique. Pourquoi ? Dans le formalisme quantique, toutes les paires sont décrites
par le fameux vecteur que j'ai pas réécrit ici, mais le 1 sur racine de 2 xx plus y, ils sont tous décrits, toutes les paires sont décrites par le même objet quantique, objet mathématique quantique. Tandis qu'ici, je commence à vous raconter qu'il y a des paires qui dès le début sont comme ça, il y en a d'autres qui sont comme ça, puis il y en a sûrement qui sont comme ça, et d'autres comme ça, etc. Donc j'introduis des paires différentes dès le début. Donc je complète le formalisme de la physique quantique. Oui, mais ça, Einstein était très content. Au fond, Einstein dit, puisque ceci est le seul modèle raisonnable que je connaisse pour rendre compte de ces corrélations, j'accepte que c'est ça qu'il faut faire, et donc j'en conclus qu'il faut absolument compléter le formalisme quantique. Alors, Bohr était pas du tout d'accord, et Bohr s'est acharné à dire que si on complétait le formalisme de la mécanique quantique, ce formalisme s'effondrerait. Alors nous verrons plus tard qu'il avait probablement raison, mais il l'a exprimé d'une façon particulièrement obscure. Alors il ne faut pas m'en vouloir, parce que vous savez que Bohr a inventé une notion qu'on appelle la complémentarité. La complémentarité dit, grosso modo, que si vous faites bien une chose, alors vous devez payer le prix en faisant mal une autre. Et Bohr disait en particulier que justesse et clarté étaient des variables complémentaires. Et il est évident que Bohr faisait tous les efforts possibles pour dire les choses les plus justes possibles. Donc quand vous lisez Bohr, vous voyez bien que Bohr n'est pas d'accord, mais vous avez beau le lire et le relire, c'est quand même difficile de comprendre ce qu'il veut dire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est passé que Einstein et Bohr, ont continué à débattre du problème toute leur vie. On les voit là tous les deux à Princeton. C'était une époque où il n'était pas politiquement incorrect de se faire photographier avec une cigarette à la main. Donc on les voit en train de débattre, et il faut bien dire que la plupart des physiciens ne se sont absolument pas intéressés au débat entre Einstein et Bohr. Ils ont écrit beaucoup de textes, personne ne s'intéressait à leur débat. Alors pourquoi? Pas parce qu'ils étaient particulièrement bornés, les jeunes de l'époque. Les jeunes ne sont jamais bornés. Mais enfin, c'était deux vieilles gloires qui discutaient d'interprétation de la physique quantique. Et eux, pendant ce temps, les jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils utilisaient tous les jours la mécanique quantique pour faire des découvertes merveilleuses. La mécanique quantique accumulait les succès. On était dans les années 20, 30, 40. La mécanique quantique accumulait les succès. On avait commencé par comprendre la structure et les propriétés de la matière. Vous avez entendu plusieurs fois cette semaine, on vous a expliqué qu'on ne peut comprendre la stabilité de la matière qu'avec la physique quantique. La physique classique ne permet pas de comprendre la stabilité de la matière. Après avoir compris la structure et les propriétés de la matière, on pouvait comprendre comment la lumière était absorbée ou émise par la matière. On avait la théorie qui permettait de décrire les atomes, les molécules, l'émission spontanée, les propriétés des solides, et même des choses aussi bizarres que la supraconductivité, dont on a entendu parler le premier jour, la superfluidité, et même, on constate qu'au fur et à mesure qu'on découvre des particules élémentaires, eh bien, le formalisme quantique est le cadre naturel pour découvrir ces choses-là. Donc, accumulation de succès, on va même faire des inventions. Je suis un peu anachronique ici, mais enfin, un peu plus tard, on découvrira le transistor, le laser, dont succès fantastique. Et par ailleurs, les gens étaient conscients, d'abord il n'y en avait pas beaucoup qui s'occupaient du débat, mais ceux qui s'occupaient un petit peu du débat étaient bien obligés de constater qu'il n'y avait aucun désaccord entre Einstein et Bohr sur les résultats des calculs. La façon de faire les calculs, d'utiliser les équations, ne posait aucun problème. Le seul point sur lequel ils étaient en désaccord, c'était sur l'interprétation, l'épistémologie sous-jacente. Donc les jeunes, en général, qui sont des gens pragmatiques, ne s'occupaient pas trop de ça, et ils utilisaient le formalisme quantique. Et puis, John Bell est arrivé. Donc, comme vous l'a dit, John Bell était un théoricien qui travaillait au CERN et qui a obtenu des résultats tout à fait remarquables dans le domaine de la théorie de la physique des particules. Mais Bell était aussi assez obsédé par ces questions d'interprétation de la physique quantique. Il avait lu l'article d'Einstein, Podolsky et Rosen, un certain nombre d'autres articles, et à force de réfléchir à tout ça, il s'est dit, au fond,
Prenons au sérieux les idées d'Einstein. Introduisons un petit modèle simple qui traduit ces idées d'Einstein, c'est-à-dire que dès l'émission, ici, l'émission de la paire de photons, on va admettre qu'ils ont un jeu de propriétés qu'on désigne par une variable lambda, mais pour les aficionados des mathématiques, ça peut être n'importe quel objet mathématique, hein, c'est pas nécessairement un scalaire. Mais le point important, c'est que le photon qui va vers la gauche possède l'ensemble des lambdas, le photon qui va vers la droite possède en lui l'ensemble des lambdas, et ensuite, quand il va arriver sur le polariseur, ici ce premier photon, eh bien le résultat de la mesure va être décrit par une fonction qui dépend uniquement de ce jeu de lambda qu'il amène avec lui, et puis bien sûr l'orientation du polariseur. Évidemment, on va demander à cette fonction de valoir plus 1 ou moins 1. Puis de la même façon, Bell va nous dire, eh bien, la mesure au deuxième polariseur est décrite par une fonction qui vaut plus 1 ou moins 1, et qui ne dépend que du jeu de paramètres lambda amené par ce deuxième photon, et de l'orientation du deuxième polariseur. Alors bien sûr, il faut maintenant, les lambdas ne sont pas les mêmes à chaque coup, il faut donc que j'introduise ce qu'on appelle une distribution de probabilité, pour dire quelle probabilité on a d'avoir tel ou tel lambda, et ça on le fait avec une densité de probabilité qui est une fonction positive, et la somme de toutes les probabilités doit être égale à 100%, donc normée à 1. Si vous écrivez une théorie particulière à variable cachée, vous allez donner les formes explicites pour les fonctions a, b et ρ. Et dès que vous aurez ces fonctions, vous pourrez par exemple calculer le coefficient de corrélation de polarisation qui est prévu par cette théorie particulière à variable cachée, sous une forme qui est simple, qui est écrite ici, et que les gens qui savent lire la musique vont comprendre. Alors on m'a donné un exemple. L'exemple le plus simple, si n'importe qui réfléchit plus de 5 minutes, il commence par écrire ce modèle sur un bout de papier. Donc l'exemple le plus simple consiste à dire, voilà, quand les deux photons sont émis, ils ont la même polarisation linéaire. Et puis, chacun va vers le polariseur. Et puis, il faut que j'ai un modèle maintenant pour ce qui se passe au polariseur. Je sais que je dois avoir soit le résultat plus 1, soit le résultat moins 1. Alors, si le polariseur est orienté suivant la polarisation, évidemment, je vais dire que j'ai plus 1. S'il est orienté perpendiculairement à la polarisation, je vais évidemment dire que le résultat est moins 1. Et puis, comme je suis pas trop idiot, je me dis, la frontière doit être à 45 degrés entre les deux. Donc, on va dire que si la polarisation du photon est à moins de 45 degrés de la direction d'analyse, on va trouver plus 1. Et puis, si c'est à plus de 45 degrés, on va trouver moins 1. Alors, vous développez ce petit modèle. Vous admettez qu'au départ, toutes les polarisations existent avec la même probabilité. Il y a ce qu'on appelle invariance par rotation. Vous développez votre petit modèle et, miracle, vous constatez que ce modèle ultra simpliste vous prédit une corrélation de 100% lorsque l'angle entre les polariseurs vaut 0, une corrélation de moins 1 quand les deux polariseurs sont croisés, mais moins 1, ça veut dire corrélation totale. Simplement, si vous avez plus 1 d'un côté, vous êtes certain d'avoir moins 1 de l'autre. Et puis, à 45 degrés, il n'y a pas de corrélation. Bon, ça veut dire que c'est complètement aléatoire, et les aléatoires sont non corrélés. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est quand même pas très différent de la prédiction de la mécanique quantique, le fameux cosinus de 2 fois l'angle, qui est la courbe tracée en 2. Donc, un modèle hyper simpliste vous donne un résultat qui est déjà assez proche de la prévision quantique. Donc, on peut penser que, finalement, le programme d'Einstein n'était pas si mal que ça, puisque, au premier coup, on n'est pas si loin. Donc, évidemment, là, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers les copains théoriciens. Ce sont des gens pour qui la Bible, c'est des grands bouquins comme ça, dans lesquels il y a plein de fonctions spéciales dedans. Donc on leur dit, écoute, parmi toutes les fonctions spéciales que tu connais, les fonctions de Bessel, etc., de Hankel, de ceci, de cela, sûrement tu vas m'en trouver une qui va être beaucoup plus raffinée que ceci. Et donc, est-ce qu'il y a un modèle qui va être capable de venir s'ajuster aux prédictions quantiques pour toutes les valeurs des angles? Eh bien, John Bell s'est posé cette question. Il était un excellent théoricien. Et son théorème apporte la réponse à la question, et je vous demande d'observer attentivement l'écran, car si vous regardez bien, vous allez avoir le théorème de Bell, et vous pourrez vous en souvenir, parce que le théorème de Bell, c'est ça. Ce que le théorème de Bell vous dit, c'est non, il n'existe aucun modèle, aucune fonction, aussi sophistiquée soit-elle, qui permet au résultat d'un tel modèle de reproduire les prédictions quantiques pour l'ensemble de tous les angles. Alors ça marche comment? Ça marche comme ça.
Donc voilà le théorème de Bell. Il n'existe aucune théorie à variable cachée dans l'esprit des idées d'Einstein qui puisse reproduire l'ensemble des prédictions quantiques. Il n'y a pas moyen d'annuler la différence entre le modèle rouge et la prédiction quantique bleue à absolument tous les angles. Alors comment ça marche? Eh bien, John Bell est capable de démontrer que quel que soit le modèle à variable cachée qui a la forme que j'ai exprimée précédemment, mais sans préciser quelle valeur pour les grands A, les grands B et les ρ, du moment qu'il y a un grand A, un grand B et un ρ, on peut démontrer qu'il existe une quantité S qui, lorsqu'elle est calculée par ce modèle, est obligatoirement entre moins 2 et 2. Alors l'algèbre n'est pas difficile, c'est du niveau du lycée, on dit le lycée ici, enfin bref, de 16 ans, 17 ans, du collège, au niveau du collège, c'est de l'algèbre assez facile. Et donc, qu'est-ce que c'est cette quantité S? Cette quantité S, elle combine les coefficients de corrélation que vous allez calculer en prenant deux orientations A et A' d'un côté, et deux orientations B et B' de l'autre. Donc vous allez faire AB, AB', A'B, A'B'. Pour chacune de ces orientations, vous calculez le coefficient de corrélation avec une théorie à variable cachée, quelle que soit sa forme, du moment que il y a des grands A, des grands B et des ρ, et John Bell démontre, et franchement c'est pas difficile, que cette quantité S est forcément entre moins 2 et plus 2. Maintenant, revenons à ce que prédit la mécanique quantique, qui prédit toujours le cosinus de 2 fois l'angle. Alors, ceux d'entre vous qui ont fait un tout petit peu de trigonométrie savent que si, par exemple, je prends un angle AB qui vaut 22,5 degrés, 2 fois 22,5, ça fait 45, et cosinus de 45 degrés, ça vaut 1 sur racine de 2. Donc, si je prends un jeu d'orientation comme ça, avec 22,5, 22,5 et 22,5, ici, je vais avoir le cosinus de 45, 1 sur racine de 2, A'B, 1 sur racine de 2, A'B', 1 sur racine de 2, et puis AB'. Ah, là, AB', c'est 67,5. Je double, et là, le cosinus vaut moins 1 sur racine de 2. Mais il y avait un signe moins ici, justement. Donc, ça me refait plus 1 sur racine de 2. Résultat des courses. Si je regarde cet ensemble d'orientations, A, A'B, B', la prévision de la mécanique quantique, c'est que cette quantité S vaut 4 divisé par racine de 2, ce qui vaut 2 fois racine de 2, ce qui est manifestement plus grand que 2. En contradiction avec ce que vous devez avoir obligatoirement si les corrélations peuvent s'exprimer avec un modèle à la Einstein. Voilà, c'est le théorème de Bell. Hop. Donc maintenant, c'est plus une question d'interprétation. Maintenant, c'est une question de conflit entre des prédictions numériques. Et donc, a priori, vous allez pouvoir trancher le débat en faisant une expérience. Alors évidemment, quand vous trouvez quelque chose qui est en contradiction avec la mécanique quantique qui a accumulé tant de succès, il faut quand même regarder de près ce qui donne la contradiction, parce que c'est pas la peine de s'embarquer, on n'est pas tous Don Quichotte, donc on s'embarque pas comme ça. Donc on regarde de près, qu'est-ce qu'il faut mettre pour obtenir des inégalités de Bell? Donc qu'est-ce qui provoque le conflit avec la physique quantique? Alors ce qu'il faut mettre absolument pour avoir un conflit avec les inégalités de Bell, il faut d'abord insister pour essayer d'expliquer les corrélations en disant qu'il y a un même ensemble de paramètres qui sont pris au départ, et ensuite le photon amène avec lui l'ensemble des paramètres lambda, ou la particule, quelle qu'elle soit, et le résultat de la mesure ne dépendra que de ce qui se passe ici, de l'ensemble des propriétés qui sont ici et de l'orientation du polariseur qui est ici. C'est ce qu'on appelle une vision réaliste locale du monde. C'était clairement la vision du monde que défendait Einstein. Lorsque vous avez un système, il est bien localisé dans l'espace-temps, il a un ensemble de propriétés, on appelle ça la réalité physique, et si vous faites une mesure sur lui, le résultat de la mesure ne pourra dépendre que des propriétés qui sont là et de la façon dont vous tournez les boutons de l'appareil de mesure qui est ici. Alors Bell insiste en particulier sur la condition de localité qui est nécessaire pour pouvoir démontrer les inégalités de Bell, au-delà de la vision réaliste locale. Il insiste sur le fait que la fonction A de lambda et de A qui décrit
la façon dont cet appareil va répondre aux photons caractérisés par lambda, ça n'a le droit de dépendre que de A. Ça n'a pas le droit de dépendre de l'orientation de l'autre polariseur qui est loin. Si ça avait le droit de dépendre de l'orientation de l'autre polariseur qui est loin, alors vous ne pourriez pas démontrer les inégalités de Bell. Donc, en d'autres termes, il y aurait une théorie à variable cachée qui serait en accord avec la physique quantique. De la même façon, si la fonction de probabilité, la distribution de probabilité qui décrit la façon dont les paires sont émises ici dans la source, pouvait dépendre des orientations avec lesquelles vous allez faire les mesures, alors vous ne pourriez pas démontrer les inégalités de Bell et vous auriez un modèle qui marche. Donc, Bell insiste sur cette hypothèse, dite de localité de Bell, qui est indispensable pour avoir un conflit avec la physique quantique. Alors, cette hypothèse est très raisonnable. La plupart des expérimentateurs ont tendance à penser que le résultat de la mesure ici ne dépend pas vraiment de l'orientation du polariseur qui est là-bas, mais après tout, tout est possible. Et donc, ce que Bell fait remarquer, apparemment il y a un micro qui est tombé, quelqu'un peut m'aider à remettre le micro là? J'ai moins mal. Faut m'aider à l'accrocher. C'est pas évident. Hein? Tu es un expérimentateur, Nicolas. Sinon, j'appelle un théoricien. Hein, ah, voilà le technicien. Je crois qu'on va laisser faire le technicien. Je sais pas. Merci. Alors j'ai été, oula, ça c'est la... Ah non, j'ai eu chaud. Donc ce que Bell fait remarquer, c'est que si on était capable de changer, pendant que le photon est en train de se propager, l'orientation de polariseur, rapidement, pendant que le photon se propage, alors il est clair, à cause de la relativité d'Einstein, que le résultat de la mesure ici ne va pas pouvoir dépendre de l'orientation de l'autre qui est là-bas, puisque de toute façon ça a changé entre-temps, et il n'y a pas le temps qu'un signal se propage pour annoncer quelle est la nouvelle valeur. Et de la même façon, si je change les orientations après que les photons soient partis de la source, il est clair que la façon dont je les ai préparés dans la source ne peut pas dépendre des orientations qui vont être choisies plus tard. Donc, Bell fait remarquer que si on pouvait tourner rapidement les polariseurs pendant que les photons se promènent, eh bien, l'hypothèse de localité deviendrait une conséquence de la relativité d'Einstein. Et donc, on peut dire à l'issue de ce raisonnement que ce que les inégalités de Bell nous révèlent, c'est un conflit profond entre la physique quantique et la vision du monde d'Einstein, cette vision que j'ai appelée réaliste locale. Bon, donc, voilà, une expérience est possible. Hop. Et alors, ce qui est remarquable, c'est que malgré tous les succès de la physique quantique, eh bien, en 1964, quand le théorème de Bell est sorti, il n'existait aucun résultat expérimental disponible pour tester les inégalités de Bell. Parce qu'en fait, la plupart des corrélations qui existent dans le monde, qu'elles soient classiques ou même qu'elles soient quantiques, la plupart des corrélations obéissent aux inégalités de Bell. Donc les inégalités de Bell sont extrêmement raisonnables. Pratiquement, elles s'appliquent à toutes les corrélations qui existent. Et il a fallu inventer des situations expérimentales particulières pour trouver des situations où ce que prédisait la mécanique quantique était explicitement en désaccord avec les inégalités de Bell. Et ça a été quelque chose qui a été proposé par 4 physiciens qui s'appellent Clauser, Horn, Shimony et Holt, qui en 1969 ont proposé une situation explicite pour tester les inégalités de Bell. Et donc je vais vous parler de ça un petit peu maintenant. Alors on va distinguer 3 périodes. Les pionniers héroïques, les expériences qui ont été menées à l'Institut d'optique entre 1975 et 1982, curieusement, on n'a eu strictement aucune concurrence, c'est quand même une situation assez inédite. Et puis, ensuite, d'un seul coup, une floraison d'expériences plus merveilleuses les unes que les autres, la génération moderne, et je vais vous parler de la 2e et de la 3e série d'expériences. Alors la première série d'expériences, je vous en dis un mot quand même. En 1972, la situation était assez amusante. Clauser, qui était à Berkeley,
a trouvé un résultat en accord avec la mécanique quantique et une violation des inégalités de Bell. Mais Pipkin, qui était à Harvard, ça vous dit quelque chose, hein? Berkeley-Harvard, c'est une vieille rivalité. Hein? Pipkin, qui était à Harvard, a trouvé un résultat en accord avec les inégalités de Bell et en désaccord avec les prévisions quantiques. Et alors, croyez-le ou ne le croyez pas, quelques années plus tard, en 1976, quelqu'un qui se trouvait au milieu, au Texas, les Texans sont quand même pas des gens réputés pour faire de la physique quantique, on pense plutôt à autre chose. Dans une université qui s'appelait Texas A&M, A&M, ça veut dire Agriculture and Mechanical. Alors évidemment, mechanical, on pouvait penser quantum mechanical, mais enfin, pas trop. Eh bien, en 1976, Ed Fry a fait une nouvelle expérience qui avait tendance à donner raison à Clauser, c'est-à-dire des résultats en accord avec la mécanique quantique. Et si je vous montrais les schémas de toutes ces expériences, vous rendriez rapidement compte que ces expériences étaient très différentes des schémas de l'expérience de pensée idéale que j'ai dessinée précédemment. Et donc, la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans en 1975, une fois que je suis tombé amoureux du papier, le coup de foudre là pour le papier de Bell, c'est que il me semblait que le débat était tellement fondamental qu'il fallait absolument que le schéma expérimental soit le plus près possible des schémas théoriques sur lesquels discutaient les théoriciens, et ça a été le but de tout ce travail. Alors le point clé, ça a d'abord été de développer une source de paires de photons intriqués qui avait une efficacité sans commune mesure avec ce qui avait été fait auparavant. Pour ça, j'ai bénéficié des progrès de la technologie des lasers. Les lasers avaient été inventés en 1960, et donc en 1975, on commençait à disposer de lasers dont par exemple on pouvait régler la longueur d'onde, et en empilant 2 photons laser, je pouvais exciter un atome de calcium sur un niveau supérieur, ici, et de telle sorte que cet atome n'avait pas le choix. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était se désexciter en émettant 2 photons qui étaient intriqués en polarisation. Alors pourquoi ils étaient intriqués en polarisation? Vous en avez entendu parler plusieurs fois cette semaine, à cause d'un effet d'interférence. Parce que pour se désexciter entre le niveau du haut et le niveau du bas, il avait le choix entre 2 chemins, ce chemin-ci ou ce chemin-là. Et donc, il y avait interférence, et quand vous écrivez correctement vos termes, vous apercevez que cette interférence conduit au terme qui est là. Alors j'insiste, c'est pas du tout une interférence dans l'espace réel, c'est une interférence dans un espace abstrait de Hilbert. Voilà. Mais le résultat des courses, quand même, dans un vrai laboratoire réel, vous voyez, le laboratoire, c'est une vraie usine à gaz, c'est très compliqué, ce qui se passe là. Il y a 3 lasers, des enceintes à vide, des jets atomiques, un tas d'électronique. Mais le résultat était fantastique, parce qu'à la fin, on détectait vraiment dans les détecteurs 100 coïncidences par seconde. Alors vous allez dire, c'est pas beaucoup, mais si, c'est formidable. Parce qu'en 100 secondes, c'est-à-dire moins de 2 minutes, vous avez déjà détecté 10 000 coïncidences. Et donc, au niveau statistique, l'erreur, ou l'incertitude, qui est la racine carrée de 10 000, la plupart d'entre vous sont capables de comprendre que racine carrée de 10 000, c'est 100. Donc une incertitude de 100 sur un résultat de 10 000, ça veut dire une précision de 1%. Donc en 2 minutes, j'avais une précision de 1%. Clauser, il fallait accumuler pendant 24 heures pour avoir une... Et c'est quand même plus facile de stabiliser une expérience pendant 2 minutes que pendant 24 heures, je vous assure. Alors avec ça, la première chose qu'on a faite, c'est répéter les expériences des autres, c'est-à-dire avec le schéma assez éloigné de l'expérience de pensée, mais néanmoins avec une modification qui est la suivante. À l'époque, beaucoup de gens disaient « ouais, l'intrication, ouais, d'accord ». À petite distance. C'est un phénomène microscopique. Par exemple, tout le monde sait bien que dans l'atome d'hélium, les 2 électrons sont intriqués. Et dans l'atome d'hélium, c'est à moins d'un nanomètre l'un de l'autre. Mais quand vous allez aller à grande distance, l'intrication va disparaître. Je disais, c'est quoi grande distance? C'est quoi l'échelle? Alors, le théoricien se grattait la tête un peu, il disait, la longueur de cohérence associée au photon. Alors, ça tombait bien. Parce que la longueur de cohérence associée à ce photon, c'était 1,50 m. Donc, j'ai mis le polariseur à 6 mètres, et l'intrication était toujours là. Même à 6 mètres, on continuait à violer les inégalités de Bell. Et donc, à partir de là, je me suis vraiment attaqué au programme initial qui était faire des schémas de plus en plus proches de l'expérience de pensée. Et voilà le premier schéma qui ressemble vraiment à l'expérience de pensée. J'ai pu me faire fabriquer,
À l'époque, on ne trouvait pas ça dans le commerce, parce que j'avais des copains chez Philips et que je les ai un peu soudoyés, sans doute avec un foie gras ou quelque chose comme ça. J'ai pu me faire fabriquer des séparateurs de polarisation qui fonctionnaient comme dans l'expérience de pensée. C'est-à-dire, si le photon est polarisé suivant A, il sort ici, et s'il est polarisé perpendiculairement à A, il sort là. Avec les polariseurs précédents, quand c'était polarisé suivant A, ça passait, et quand c'était polarisé perpendiculairement à A, c'était perdu. Alors le théoricien vous dit, oui, mais c'est pas grave, si tu observes quelque chose, c'est plus 1, si tu observes rien, c'est moins 1. Il n'a pas complètement tort, le théoricien, on peut faire quelque chose avec ça, mais quand même, c'est moins bien que de vraiment mesurer le résultat moins 1. Et Thierry va m'en vouloir de m'avoir invité. Et donc, pour la première fois, on avait un analyseur de polarisation où on avait à la fois le résultat plus 1 et moins 1 et la même chose de l'autre côté. Et pourquoi c'est formidable? C'est formidable parce que lorsque vous n'avez pas le résultat moins 1, vous êtes obligé d'avoir une source extraordinairement stable, sinon les résultats n'ont aucun sens. Tandis qu'avec un schéma comme ça, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de la stabilité de la source, parce qu'à un seul comptage, 100 secondes, on va dire, vous mesurez plus, moins plus et moins. Vous avez les 4 nombres. Et une fois que vous avez ces 4 nombres, vous formez le rapport qui est là, et c'est terminé, vous avez directement votre coefficient de corrélation de polarisation. Pas besoin de calibration ordinaire, annexe. Et avec ça, voilà les résultats qu'on a obtenus. La fameuse quantité S qui est soumise aux inégalités de Bell. La courbe verte est la prévision de la mécanique quantique qui tient compte des légères imperfections de l'expérience qui avaient été mesurées a priori. Et les points rouges sont les résultats de la mesure. Tous les points qui sont ici violent les inégalités de Bell, tous les points qui sont là violent les inégalités de Bell. Alors cette courbe me donne l'occasion de revenir sur le fait que dans la plupart des cas, vous ne violez pas les inégalités de Bell. C'est-à-dire, même si vous avez créé des photons polarisés et corrélés en polarisation, si vous connaissez pas le théorème de Bell, vous vous dites, je vais faire une mesure à 0 degré, 45 degrés, à 90 degrés. Alors, si vous faites à 0 degré, vous tombez là. Il n'y a pas de différence entre la prévision quantique et les inégalités de Bell. 45 degrés, vous tombez là, il y a encore moins de différence. Et 90 degrés, vous tombez là. Il faut avoir les inégalités de Bell pour savoir à quel endroit vous devez aller mesurer pour voir la possibilité d'un conflit entre la physique quantique et les inégalités de Bell. Alors, je passe sur le fait, mais c'est quand même pas rien, hein. Les gens du CERN, s'ils avaient détecté le boson de Higgs avec un pareille marge, ils seraient contents, ont violé les inégalités de Bell par ce qu'on appelle 40 barres d'incertitude, ce qui est évidemment au-delà de toute discussion. Ce résultat obtenu en 1982, le record a tenu jusqu'en 1998. C'est pas mal, hein, ça tient. Et on n'était pas dopé, hein, je précise. Sauf peut-être au foie gras. Dernier schéma, de plus en plus proche de l'expérience de pensée, je vous ai déjà expliqué. J'ai encore 10 minutes, hein, 15 minutes. Oui. On m'a dit 1h15, hein, c'est ça? Oui? Il se venge pas encore. Dernier schéma, je vous ai expliqué que le rêve, c'était d'être capable de changer l'orientation des polariseurs pendant que les photons se promènent entre la source et les détecteurs. Alors, typiquement, il y avait 6 mètres, il faut, à la lumière, 20 nanosecondes pour parcourir 6 mètres. 20 nanosecondes, c'est quand même pas beaucoup, hein. Une nanoseconde, c'est 1 milliardième de seconde. Et donc, si je vous montre le schéma de polariseur avec le fameux séparateur de polarisation, ici des photomultiplicateurs, mais ces photomultiplicateurs, on en a parlé, l'autre jour quelqu'un a posé la question, j'ai dit oui, les rayons cosmiques, c'est pas dur, on met des écrans en plomb. Donc ce machin-là pèse 20 kilos ici, encore une bonne vingtaine de kilos de ferraille là, vous n'allez pas faire tourner ça en 20 nanosecondes, hein, c'est sans espoir. Et donc, ce qu'on a développé, ce sont des aiguillages optiques. Alors en voilà un ici. Alors un aiguillage optique, c'est quelque chose qui peut soit laisser passer la lumière tout droit, soit l'envoyer sur le côté, comme les trains, hein, ça peut pas aller entre les deux, hein, sinon le train déraille. Donc, soit la lumière va tout droit, soit elle va sur le côté. Et cet aiguillage optique, eh bien,
suivi de deux polariseurs qui sont l'un dans l'orientation A, l'autre dans l'orientation A', c'est équivalent à un seul polariseur qui va de A en A', revient de A' en A, etc. Alors vous faites la même chose de l'autre côté, et maintenant, vous avez l'équivalent d'un polariseur qui bascule toutes les 10 nanosecondes, l'équivalent d'un polariseur qui bascule toutes les 10 nanosecondes, et vous êtes content. Alors vous n'êtes pas vraiment complètement content, alors voilà, le polariseur qu'on a construit. Bon, je vous raconterai plus tard éventuellement pourquoi on a trouvé que l'eau c'était bien mieux que tous les cristaux les plus chers qu'on voulait nous fourguer. Alors, content, l'expérience a quand même été difficile, parce qu'en mettant ces aiguillages, ça réduit le signal, dont au lieu de faire en 2 minutes, il fallait un bon quart d'heure, et un bon quart d'heure, c'est déjà plus difficile, il faut multiplier les mesures, il faut avoir l'expérience stable pendant des heures et des heures. Premier problème, mais bon, on y est arrivé. Par ailleurs, il faut quand même insister sur le fait que on basculait d'une façon quasi périodique. Alors quasi périodique, je veux dire, les générateurs n'étaient pas stables, on laissait dériver tout ça, mais quand même, ça avait un côté très régulier, alors que l'expérience idéale, il aurait mieux valu que ce soit aléatoire. Mais c'était pas possible avec le principe qu'on avait adopté. L'expérience avait le mérite d'exister, on l'a faite. Et en l'ayant faite et en accumulant pendant un temps raisonnable, mais pas trop long, parce que c'est pas la peine de trop pousser les choses, eh bien on a trouvé une violation des inégalités de Bell par 6 écarts types, ce qui est tout à fait convaincant, et pour la première fois, les mesures sur les deux côtés étaient séparées au sens relativiste du terme, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucune possibilité de communication entre les deux côtés de la mesure. Alors passons maintenant à la génération moderne, les expériences merveilleuses. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont réussi à développer des sources de paires de photons que l'on pouvait arriver à faire rentrer dans les fibres optiques. Alors la grande révolution, elle a été là, parce que si vous arrivez, moi c'était pas possible, parce qu'ils étaient émis dans un grand angle, donc vous n'arrivez pas à faire rentrer, si les photons sont émis dans un grand angle, vous n'arrivez pas à les faire rentrer dans une fibre optique. Grâce à une nouvelle technologie, les gens ont réussi à faire rentrer les photons dans des fibres optiques, et alors il y a même eu un progrès tout à fait considérable qui a été réalisé ici par l'équipe de Nicolas Gisin, non seulement dans des fibres optiques de chercheurs, si j'ose dire, mais il a même réussi à développer une technique qui lui permettait de faire rentrer ces photons dans les fibres optiques de la compagnie téléphonique qui s'appelle Swisscom. Donc, la nuit, je suppose, on ne te laissait pas travailler le jour quand même, la nuit, je suppose, pendant que les gens n'utilisaient pas trop, à l'époque il y avait peut-être un peu moins Internet, j'en sais rien, pendant que les gens n'utilisaient pas trop le téléphone, Nicolas avait le droit de mettre ses photons intriqués à Cornavin, et puis il faisait une mesure à Bellevue et une mesure à Bernex, et je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres, 30, 40, enfin bref, quelques dizaines de kilomètres. Alors tout à l'heure j'étais très fier qu'à 6 mètres j'avais encore l'intrication, lui il l'avait encore à 30 kilomètres ou 40 kilomètres. Donc, ça c'est tout à fait remarquable. La même année, en 1998, Anton Zeilinger, utilisant des fibres optiques, mais là pour le coup des fibres optiques de chercheurs, je ne sais pas si Österreich Telekom est moins coopératif ou s'il a préféré faire son travail tout seul, a fait une expérience qui revenait à répéter l'expérience que j'avais faite, c'est-à-dire à tourner les orientations des polariseurs pendant que les photons avançaient dans les fibres, mais comme les fibres c'est long, il avait beaucoup plus de temps, alors c'est pas qu'il tournait un gros polariseur, mais c'est qu'il avait le temps de lancer un générateur de nombres aléatoires et de choisir aléatoirement l'orientation du polariseur, ce que moi je ne pouvais pas faire. Et il a trouvé un résultat en accord avec la physique quantique. Alors là, on est donc en plein dans l'ère moderne, des tests des inégalités de Bell, et puis pour raccourcir l'histoire, ce qu'on peut dire, c'est que il y avait encore quelques imperfections, et il y a en particulier ce qu'on appelle l'échappatoire de sensibilité, qui est dû au fait que comme les détecteurs ne détectent pas 100% des photons, quelqu'un qui est un avocat forcené des théories variables cachées pouvait dire oui, mais quand même, il faudrait que les détecteurs aient 100% de rendement. Alors, il y a quelqu'un à Boulder qui s'appelle Weinland, en utilisant des ions, qui a réussi à faire une expérience dans laquelle il vérifie l'intrication avec des détecteurs, ou plutôt des méthodes de détection, qui ont une sensibilité de 100%. Le problème, c'est que ces deux ions sont à 1 micron l'un de l'autre, dont lui, pour le coup, il ne peut pas tester l'autre échappatoire de localité. Mais enfin, je crois qu'il est assez raisonnable, devant l'accumulation de tous ces résultats,
de conclure que les inégalités de Bell ont été violées d'une façon convaincante et que la vision du monde d'Einstein qui s'appelle le réalisme local ne peut pas être maintenue. Il faut abandonner cette vision du monde. Alors qu'est-ce à dire? Je m'approche de la conclusion, tout doucement. Figurez-vous qu'Einstein lui-même avait envisagé le fait qu'il faille abandonner le réalisme local. Non pas qu'il pensait qu'il fallait l'abandonner, mais il faisait un raisonnement par l'absurde. Il disait, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je vous raconte, voilà ce que vous allez devoir accepter. Et c'était tellement inacceptable qu'il pensait avoir démontré son point. Seulement aujourd'hui, avec la violation des inégalités de Bell, on est bien obligé d'abandonner cette vision réaliste locale. Et donc, voilà ce qu'il faut accepter, ce sont les mots d'Einstein. Il faut soit laisser tomber la nécessité de l'indépendance, c'est un peu compliqué, on va y revenir, soit laisser tomber la nécessité de l'indépendance des réalités physiques présentes à divers endroits de l'espace, ou accepter qu'une mesure faite sur un premier système change instantanément, le mot est écrit dans Einstein, la situation réelle du deuxième système éloigné. Donc ce qu'Einstein vous dit, si vous n'acceptez pas ma vision du monde, vous êtes obligé d'accepter qu'il n'y a pas d'indépendance entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là, étant entendu que quand je dis ici et là, je suis dans l'espace-temps, et rien ne peut connecter ces deux volumes de l'espace-temps, à moins d'aller plus vite que la lumière. Et donc il vous dit, en fait, vous êtes obligé d'accepter qu'il n'y a pas d'indépendance entre les deux côtés, que si vous faites une mesure ici, ça affecte ce qui se passe là. Alors c'est ça que certains appellent la non-localité quantique, ce fait que vous êtes obligé d'accepter que si vous insistez pour avoir des images, eh bien vous êtes obligé d'accepter l'idée que ce que vous faites ici a l'air de jouer de l'autre côté. Alors il y a d'autres physiciens qui préfèrent parler de holisme quantique. Alors holisme, ça veut dire c'est un tout. Alors c'est l'idée qu'une paire de photons intriqués ou de particules intriquées, quelles qu'elles soient, constitue un tout et que vous n'avez pas le droit de considérer que c'est l'addition de ce que vous avez ici et l'addition de ce que vous avez là. Les propriétés de l'ensemble sont plus que la somme des propriétés de la première partie et des propriétés de la deuxième partie. On va y revenir dans un moment parce que c'est très important au niveau de l'ordinateur quantique. Alors arrivons à la dernière partie. Ces propriétés extraordinaires de l'intrication ont stimulé le développement de nouvelles lignes de recherche qu'on appelle l'information quantique. Et ceci nous amène, il me semble, à une nouvelle révolution quantique. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 1980, Feynman en particulier, et d'autres physiciens, se sont dit, on va exploiter ces propriétés quantiques extraordinaires, l'intrication, pour traiter différemment l'information et pour propager différemment l'information. Et donc, on a vu apparaître les idées de calcul quantique, de cryptographie quantique et même de téléportation quantique. Et l'intrication est à la base de la cryptographie quantique, de l'ordinateur quantique et de la téléportation quantique. Alors, je vais essayer de vous donner un petit aperçu de ça, mais vous en apprendrez beaucoup plus demain. Cryptographie quantique. Vous avez deux amis, Alice et Bob, qui veulent échanger un message codé. Et vous avez un affreux espion qui s'appelle Eve. Il faut que je vous explique Eve. Les Américains appellent les gens qui écoutent aux portes, ils les appellent plutôt des eavesdroppers, c'est-à-dire celui qui se laisse pendre aux gouttières pour écouter. Et ils n'ont rien trouvé de plus malin que d'appeler le personnage qui écoute les choses, l'espion, Eve. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, j'utilisais pour représenter Ève une belle peinture Renaissance d'une magnifique Ève assez dépouillée devant le serpent. Et puis figurez-vous que je me suis fait violemment agresser, non pas par les calvinistes, mais par les féministes. Alors depuis, j'ai décidé que Ève serait un moustachu, et si les moustachus veulent m'agresser, Donc, voilà l'espion
qui essaye d'intercepter le message codé entre Alice et Bob. Et l'idée fondamentale de la cryptographie est que s'il existe une clé, c'est-à-dire un ensemble aléatoire, une série aléatoire de 0 et de 1, qui est la même pour Alice et Bob, si Alice code son message avec cette clé, Bob peut décoder le message avec la même clé, et on peut prouver mathématiquement, c'est un théorème mathématique prouvé par Shannon, qui est un grand théoricien de l'information, on peut prouver qu'il est impossible de décoder le message à une condition, c'est n'utiliser la clé qu'une seule fois. Donc Alice et Bob échangent un message, Alice lui dit rendez-vous demain, bon, très bien, c'est parti, et puis entre-temps elle change d'avis. Mais elle n'a plus le droit d'utiliser la même clé, il faut qu'elle ait une nouvelle clé. Et donc toute l'idée, la problématique est ramenée au fait d'être capable de donner deux clés identiques à Alice et Bob, c'est sans que l'espion, l'affreux Ève qui est là, sans que l'espion soit capable d'intercepter les clés qu'on est en train de distribuer. Une fois qu'on a donné les clés, c'est terminé. Donc toute la question, c'est comment peut-on distribuer à distance deux copies strictement identiques de nombres aléatoires sans que quelqu'un puisse prendre connaissance. La réponse, c'est en utilisant les lois de la physique quantique, et il y a un schéma, il y a plusieurs schémas possibles, mais il y a un schéma qui a été développé par Arthur Eckert, qui découle directement de ce que je vous ai expliqué sur les photons intriqués. Si vous prenez une source de photons intriqués, je vous ai expliqué que ce n'est qu'au dernier moment qu'on sait si on a plus 1 ou moins 1 ici, mais que alors on va obtenir exactement la même chose de l'autre côté. Donc entre les deux, il n'y a rien à espionner. S'il y avait quelque chose à espionner entre les deux, c'est qu'il y aurait des variables cachées. Donc il suffit que Alice et Bob, de temps en temps, fassent un test des inégalités de Bell. Ils se téléphonent par voie publique, on peut toujours les écouter, ils se téléphonent les résultats de leurs mesures, ils vérifient qu'ils ont violé les inégalités de Bell, ça veut dire qu'il n'y a pas de variable cachée. S'il n'y a pas de variable cachée, il n'y a rien à espionner. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on a soit plus 1, soit moins 1, et alors on a soit plus 1, moins 1 de l'autre côté. Alors on peut se dire que l'espion est particulièrement futé, qu'il possède des technologies quantiques absolument phénoménales, et que par exemple, il va intercepter ce photon, faire une mesure dessus, et renvoyer un photon avec exactement la même polarisation que le résultat de la mesure qu'il a trouvé. Et s'il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rend la polarisation du photon réelle, concrète. Donc il fabrique une variable cachée. Et donc si jamais il y a un espion qui est en train de faire ça sur la ligne, eh bien comme de temps en temps Alice et Bob font un test de violation des inégalités de Bell, ils s'apercevront qu'on ne viole plus les inégalités de Bell, il y a donc quelqu'un sur la ligne. Donc on a les lois de la physique quantique qui vous garantissent qu'il n'y a pas un espion en train d'écouter, et donc la distribution de clés quantiques est quelque chose, pour autant qu'on le comprenne, qui donne une sécurité absolue. Alors l'ordinateur quantique, vous en saurez beaucoup plus demain, il commence à se faire tard, mais en deux mots quand même, ce qu'exploite l'ordinateur quantique, c'est l'idée que quand je commence à intriquer des particules, eh bien il y a beaucoup plus d'informations dans l'état intriqué qu'il n'y en aurait individuellement dans l'ensemble des éléments. Et donc l'idée de bit quantique, un bit quantique, ça peut valoir soit 0, soit 1 et être dans tous les états intermédiaires, mais l'idée essentielle, c'est que quand j'ai intrication, j'ai potentiellement, j'ai une capacité d'information que je peux arriver à mettre à l'intérieur qui est exponentiellement plus grande que ce que j'ai avec les bits classiques. Vous en saurez beaucoup plus demain. Et donc la question, est-ce qu'on peut légitimement dire qu'on est en train de vivre une nouvelle révolution quantique? Je le crois et je m'explique. La première révolution quantique, c'est celle qui est née au XXe siècle et qui s'est développée, on va dire, jusqu'aux années 1960-1970. Elle est basée sur la dualité onde-particules, dont vous avez entendu parler plusieurs fois cette semaine. Mais remarquez bien que cette dualité onde-particules était appliquée à de grands ensembles d'objets. Par exemple, le courant électrique, vous avez des milliards d'électrons. Un faisceau laser, vous avez des milliards de photons, etc. Et cette dualité onde-particules appliquée à de très grands ensembles d'objets, eh bien, ça a donné des résultats extraordinaires, je l'ai déjà dit. Ça nous a permis non seulement de comprendre la structure de la matière,
de comprendre des propriétés aussi exotiques que la superfluidité, la supraconductivité, la condensation de Bose-Einstein, on en a déjà entendu parler. Et au-delà de cette révolution conceptuelle qui amuse beaucoup les physiciens, ça a donné une révolution technologique extraordinaire. D'une part, les supraconducteurs, bon, là, le nombre d'applications reste encore limité, mais enfin, on vous a quand même expliqué lundi combien c'est important. Mais alors, quelque chose qui est déjà extraordinairement développé, c'est, on a développé le laser, on a développé les transistors, les circuits intégrés, les ordinateurs, les disques à mémoire magnétique, etc., ce qui a donné naissance à la société de l'information et de la communication avec les autoroutes de l'information. Sans mécanique quantique, pas de société de l'information et de la communication. Et tout ça est basé sur ce qui est écrit ici. Aujourd'hui, depuis le début des années 80, on a pris conscience du fait que l'intrication apporte une nouvelle dimension aux technologies quantiques. Donc c'est un concept révolutionnaire, hein, comme l'avait deviné Einstein, et Bohr aussi, parce que si Bohr sentait bien qu'il y avait quelque chose là derrière, et Schrödinger aussi. Mais il a fallu attendre Bell pour pouvoir le démontrer. C'est vraiment radicalement différent de la dualité onde particules. Et on est en train de réaliser, il n'y a pas si longtemps que ça, en tout cas moi il n'y a pas si longtemps que ça, il y a sûrement des gens intelligents qui s'en étaient aperçus avant, que ces problèmes d'intrication ont beaucoup à voir avec des problèmes de matière condensée qu'on appelle le problème à n corps quantique, où il s'agit rien de moins que d'arriver à comprendre toutes les subtilités de la façon dont la matière conduit le courant électrique, et en particulier des problématiques dont vous avez entendu parler, comprendre les supraconducteurs à haute température, etc. Et donc, depuis quelques années, les gens comme moi qui viennent de l'optique et de la physique atomique, ce qu'on appelle les milieux dilués, parlent avec des gens comme Thierry Giamarchi, qui a organisé tout ce programme, et qui, lui, vient de ce monde-là. Je vous assure qu'il y a 15 ans, on ne se parlait pas du tout, on ne se rencontrait pas, on vivait dans des communautés différentes, et aujourd'hui, on a réalisé que on a des problématiques très analogues parce que, finalement, ces problématiques sont liées à l'intrication. Et puis, il y a un deuxième point sur lequel je n'ai pas insisté jusque-là, mais qui était implicite dans beaucoup de choses que vous avez entendues, c'est le fait que depuis quelques décennies, on a appris expérimentalement à isoler des objets quantiques individuels, à les contrôler, à les piéger, à les observer, à leur faire subir tout un tas de misères. Et il a fallu du coup se poser la question comment la description théorique de la physique quantique doit-elle s'appliquer. Je ne dis pas qu'il a fallu la changer, il a fallu mieux comprendre comment utiliser la physique quantique qui s'appliquait sans problème aux grands ensembles. Prévision probabiliste, grands ensembles, tout ça va bien. Mais quand vous avez un seul objet, ce que je vous ai expliqué, quand j'ai un photon unique qui arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il a fallu repenser sérieusement à la façon d'utiliser la physique quantique. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on sait décrire théoriquement, mais surtout au niveau expérimental, eh bien, on sait manipuler les atomes, les photons, les électrons, les ions, et même aujourd'hui, figurez-vous, certains de nos collègues arrivent à avoir de tout petits microcircuits qui se comportent de façon quantique, c'est-à-dire qu'on va au-delà des objets quantiques naturels, et on commence à avoir des objets quantiques artificiels. Je pense que l'ensemble de ces deux ingrédients, la compréhension de l'importance de l'intrication et la maîtrise des objets quantiques individuels, constituent réellement une nouvelle révolution conceptuelle quantique. La question, c'est est-ce que ça va déboucher sur une révolution technologique? Alors, il y a déjà un début de révolution technologique en marche, c'est la cryptographie quantique. La cryptographie quantique, ça marche déjà. Nicolas Gisin est certainement l'un de ceux qui a le premier contribué au développement de véritables applications parce que justement, son groupe a su développer des techniques qui permettent de travailler avec des fibres ordinaires, avec des fibres des réseaux ordinaires. Alors ici, vous avez par exemple une liaison entre Genève et Lausanne avec des clients qui l'utilisent quotidiennement. Et donc, on n'a pas voulu me dire qui était le nom des clients. Alors, si on était en Amérique, je serais convaincu que c'est l'armée américaine. Comme je suis en Suisse, je suis convaincu qu'il s'agit des fabricants de chocolat, bien sûr. En tout cas, ça marche.
L'ordinateur quantique. Alors l'ordinateur quantique, vous ne pouvez pas encore en acheter un, à moins que demain, le professeur Blatt nous offre à la vente un ordinateur quantique. On va voir ce qu'il va nous raconter demain. Mais il faut savoir que cette question de l'ordinateur quantique est une question fascinante pour tout le monde. Parce que finalement, c'est une question qui se résume ou qui revient à se demander quelle est la taille maximale, y a-t-il une taille maximale, y a-t-il un nombre maximal d'objets microscopiques que l'on peut intriquer entre eux. Et finalement, on retrouve la question du chat de Schrödinger. La question du chat de Schrödinger, c'est est-ce qu'un gros objet aussi gros qu'un chat peut présenter ses propriétés quantiques extraordinaires, telles que l'intrication? Eh bien, la recherche de l'ordinateur quantique dans lequel on cherche à intriquer un nombre de plus en plus grand d'objets quantiques est un problème qui, conceptuellement, est de même nature que celui du chat de Schrödinger. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais déjà eu des ennuis avec des féministes. Quand on travaille sur le chat de Schrödinger, il faut faire attention, parce qu'on peut avoir du mal avec la société protectrice des animaux. La société protectrice des animaux vient de dire 2 mots au professeur Schrödinger à cause de la façon dont il traite son chat. Donc, il faut se méfier de ça. Donc, plus sérieusement, ce problème est évidemment un problème extraordinairement intéressant. Demain, vous entendrez parler, je ne sais pas s'il va vous parler de chat de Schrödinger, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va vous parler de calcul quantique. Et donc, avec tout ça, eh bien, je ne peux que vous dire que nous vivons une époque formidable, et vous remercier pour votre attention. Voilà, merci Alain pour ce formidable résumé. On va maintenant laisser les personnes qui veulent s'en aller quitter la salle, et les autres, vous pouvez donc poser des questions par écrit. Vous avez des petits papiers et les papiers seront collectionnés par nos hôtesses et on essayera d'y répondre. On répondra à certaines ici, les autres on répondra par Internet.
No, I probably don't need this. I hope so. No. As you well know. I'm tempted once in a while to try it, but not good enough for that. Yeah. Voilà, on en vient au la dernière ligne droite, environ 20 minutes de questions-réponses. Encore une fois, les questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre seront adressées sur le site. Comment il s'appelle? Questions sur. Et il y aura certainement un lien depuis le site du colloque. Alors, la première question que j'ai ici, c'est: est-ce que la physique quantique permet d'envisager l'existence d'univers parallèles? Je ne sais pas qui veut. In English, the question is: does quantum physics allow one to think of parallel universes? Well, in the understanding of an experimentalist, the concept of parallel universes means that if you have a particle in a quantum mechanical superposition state, it can be here or it can be there, that the possibility to detect it here and the possibility to detect it there are realized in two different worlds. And we live in one world when we detect the particle here. But there is another world, another universe, where the particle is detected over there, and those worlds exist in parallel. So every time a quantum measurement process happens, another parallel world opens up. So that is my understanding what the concept of parallel universes mean. As a physicist, I would say this is philosophy and not science, because the standard interpretation of quantum mechanics that I simply have a 50% probability to find the particle here. That's what it is. That this description is indistinguishable from a description invoking parallel worlds. So for me, the concept of parallel universe is a rather strange view how you can describe what experimentalists observe, but most experimentalists prefer a description where there is only one world, namely our world. Ok, on va pas je vais pas traduire ça, je vois que vous n'avez pas tous évidemment la traduction. No, he said it very well, but it should be. Et toi, tu peux parler français. Ah oui, pardon. Il faut dire au public que nous avons quand même des collègues qui ne sont pas des farceurs du tout, qui sont des physiciens extrêmement respectables, qui pensent que ce modèle des mondes multiples est la façon de loin la plus cohérente de se représenter le formalisme quantique. Moi, personnellement, je suis comme Wolfgang, je suis un expérimentateur, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de monde multiple. Mais nous sommes d'accord que nous avons des collègues qui sont extrêmement respectables, qui, eux, disent que c'est la seule position logiquement tenable face au formalisme quantique. Comme il n'y en a aucun à la table, il faut quand même dire qu'ils existent. Je propose de passer à une deuxième question. Pourquoi les états intriqués ne permettent pas la transmission instantanée d'informations? Ah, je vois qu'il y a des gens qui ont lu correctement les transparents. Même s'il y a de la non-localité quantique, c'est-à-dire même si dans les images que nous donnons, ce que l'on fait ici a l'air d'influencer instantanément ce qui se passe de l'autre côté, on ne peut pas pour autant
transmettre instantanément. Alors, je ne résiste pas au fait de vous présenter deux transparents qui montrent ça. L'idée est la suivante. Arthur, alors j'ai changé aussi Alice et Bob pour pas mettre les femmes en premier ou les hommes en premier, comme ça il y a égalité absolue des genres. Donc ici vous avez Arthur qui va changer brutalement l'orientation de son polariseur. Donc dès l'instant où il a changé l'orientation de son polariseur, quand un photon arrive ici, d'après la description que je vous ai donnée, ça a l'air d'influencer la polarisation du photon qui est là-bas. Donc est-ce que Béatrice, qui se trouve ici, peut avoir connaissance de cet instantanément du fait qu'Arthur a changé son orientation? La réponse est, si elle regarde simplement ici, la réponse est non. Parce que quand elle regarde ici, 50% de chance d'avoir plus 1, 50% de chance d'avoir moins 1, rien ne change pour elle. En revanche, si elle compare ses résultats aux résultats obtenus de l'autre côté, comme la corrélation dépend de l'angle entre les polariseurs, elle peut savoir que l'orientation a changé. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut que quelqu'un, ici, regarde les résultats, prenne un téléphone normal et lui téléphone les résultats. Et un téléphone normal ne va pas aller plus vite que la lumière. Alors, ça a l'air idiot ce que je suis en train de vous raconter, mais en réalité, la téléportation quantique fonctionne exactement suivant ce schéma. Dans la téléportation quantique, il y a une première étape qui a l'air de se passer de façon instantanée, et puis vous avez une deuxième étape dans laquelle il faut faire quelque chose ici, regarder le résultat de la mesure, prendre un téléphone classique et aller faire une dernière modification à l'autre bout. Et là, la téléportation est terminée. Donc l'idée qu'il y a un canal quantique qui a l'air instantané, mais que les opérations ne peuvent être utiles que à condition, en plus de rajouter un canal classique qui lui n'est pas instantané, est une idée qui a l'air de se reproduire. Alors, du coup, vous pouvez être déçu et dire, bon, cette non-localité quantique, c'est pas si terrible que ça. Alors je voudrais quand même vous convaincre que si. Parce que, imaginez que Arthur change ses orientations et note tous les résultats de mesure. Béatrice change ses orientations, note tous les résultats de mesure. Et quand tout est fini, on prend l'ensemble des résultats d'Arthur, l'ensemble des résultats de Béatrice, on les met l'un à côté de l'autre. Et là, en observant a posteriori les résultats, on s'aperçoit que quelque chose a vraiment changé instantanément. On ne pouvait pas en faire usage sur le champ, mais on s'aperçoit que quelque chose a quand même changé instantanément. Simplement, il n'était pas possible d'utiliser pour un but pratique. Donc à vous de décider si le problème est troublant, très troublant, pas trop troublant. En tout cas, je voudrais terminer à propos de ça sur une phrase d'un physicien connu qui se posait la question, est-ce que c'est un problème réel? Et voilà la réponse. Il ne m'est pas encore apparu évident qu'il n'y a pas de problème réel. Je ne peux pas définir le problème réel, et donc je soupçonne qu'il n'y a pas de problème réel, mais je ne suis pas sûr qu'il n'y a pas de problème réel. Et c'est pour ça que j'aime à continuer à chercher là-dessus, et cette phrase a été écrite à propos de ce problème par Richard Feynman, dans l'article dans lequel il introduit l'ordinateur quantique. C'est dans l'article fondateur de l'ordinateur quantique que, parlant de l'intrication, Feynman écrit cette phrase. Donc à vous de savoir dans quel morceau de la phrase vous vous situez. J'ai pas d'autre transparent, je te promets, Nicolas. Johan, you also wanted to add something? Yeah. There's an intriguing aspect to it. The fact that nature doesn't allow to transport information beyond the speed of light, although the entanglement seems to work beyond the speed of light, rests on the fact that quantum mechanics is so has a probabilistic nature. So if it wasn't for this nature of quantum physics, the experiments would allow to transport information beyond the speed of light. So this probabilistic character of nature is, one can put it this way, a way nature protects itself from transporting information beyond the speed of light. This is closely connected. Okay, thanks. There are aspects which are important. Quantum statistics is different from classical statistics, but since we just talked about changes, information which we suddenly have about a remote location, let me try to give you a demonstration.
I have a coin here, and I share the coin with Rainer. Close your hand. And you don't know who has the coin. And now I suggest we send Rainer to the moon. I mean, I could go to the moon, but I prefer to stay here. So now assume Rainer has gone to the moon, and it takes light a second to travel to the moon. So assume Rainer is on the moon. And now I open my hand for you. Here is the coin. So we know instantaneously that Rainer doesn't have the coin and he's on the moon. So we can predict that instantaneously. We have instantaneous information what happens on the moon and what Rainer would discover when he would open his hand. There is no contradiction that because we know the coin was either here or there, we have instantaneous information what is happening on the moon in this moment when Rainer opens his hand. But there is no way how we can send any information from the Earth to the moon by exploiting this correlation. But you should ask that your model of the coin is a hidden variable. Yes. But this is a statistic. You can't explain what... Okay, but you should say that this cannot be the explanation of violation of Bell's inequality. No, this has nothing to do with Bell's inequality. I just wanted to demonstrate what that you show to is an have, example of hidden variable. But also, exactly, the coin is a hidden variable, but Yes. I simply wanted to demonstrate, and I hope the demonstration was convincing, even with Rainer staying here, that to gain instantaneous knowledge about what happens elsewhere, it is as if information flows faster than the speed of light, but this is not a contradiction, because the correlation that there is only one coin was created already earlier. It's not that this information, this correlation has moved faster than the speed of light, it's just the information, our knowledge. Yes, but if you allow me a comment, in your example, the image I can develop doesn't imply anything going faster than light, because in my image, the coin is here your end or in the other end, but when you open the end, nothing happens. While on the description that I have given of the collapse of the wave packet, at the very moment when I do a measurement here, then if I insist on describing it in our space and not sticking in the Hilbert space, then apparently something changes elsewhere. So, I mean, you see. I completely agree with Alain that this is not explaining Bell's inequality. It just demonstrates statistics and information, but the quantum mechanical case is much more surprising and much stronger. Yes. Yes. Okay. Donc en tout cas, on a une bonne démonstration que les problèmes d'interprétation continuent à faire parler les physiciens. Et je vous assure que si David Gross était là, la discussion durerait encore bien plus longtemps. La prochaine question, est-ce que les corrélations quantiques ou donc l'intrication peut également caractériser des particules qui n'ont pas une origine commune? Alors, qui veut? Tout le monde connaît la réponse. Tout le monde est d'accord. Qui veut répondre à cette you want question? to say it? Rainer? Yes. Entanglement is sort of, as I will describe tomorrow night, superposition across distances, and that doesn't rely on the indistinguishability of the particle itself. It's just degrees of freedom that you have. So you could have, for instance, an atom of the species calcium and an atom of the species barium, and you really want to you want to entangle them, then this is possible. So you could have different kinds of degrees of freedom that you could entangle. And so, for example, you could entangle the degree of freedom of a particle that is an internal state of the electron being up and down or in a certain superposition, and, for instance, a motion, as we could see tomorrow. There's plenty of ideas. Alors on continue, je pense d'ailleurs demain, Rainer nous parlera aussi de téléportation, et si vous téléportez une particule intriquée, vous téléportez l'intrication. Il vous le montrera demain. Donc la réponse est oui nécessairement à la question précédente. Et maintenant, encore une question facile. Peut-on intriquer plusieurs photons entre eux? Alors, je n'ai même pas donné la parole à qui que ce soit. Venez demain, vous verrez qu'on peut en intriquer beaucoup. Là, une question peut-être plus difficile. C'est spécifiquement adressé à Alain. Quelle est, selon toi, l'application pratique la plus proche et la plus troublante de l'intrication?
le schéma de crypto-quantique tel que je l'ai présenté, c'est-à-dire le schéma d'intrication à la Eckert, parce que je pense que cette idée que parce que ça se passe au dernier moment, que jusqu'au moment où on fait la mesure, le résultat n'est pas prédéterminé, je trouve que c'est l'idée ultime de l'impossibilité d'espionner, puisqu'il n'y a rien à espionner. Ça n'existe, la quantité à espionner n'existe pas encore. Elle ne sera créée que plus tard. Je trouve que c'est fascinant. Tout le monde est d'accord? Parfait. C'est pas moi qui vais contredire. Ici, une question plus subtile, peut-être, plus difficile. On constate, par le biais du phénomène d'intrication, que l'on peut s'affranchir en quelque sorte de l'espace. Est-ce qu'on peut de même s'affranchir du temps? En quelque sorte, oui, puisque une des caractéristiques, dans la mesure où on insiste pour décrire ces phénomènes dans l'espace réel, ce qui est remarquable, c'est que comme les événements sont séparés par ce qu'on appelle un intervalle du genre espace en relativité, c'est-à-dire que rien ne peut les connecter qui n'irait pas plus vite que la lumière, du coup, la notion d'ordre temporel n'existe plus. On peut, à volonté, en changeant de système de référence, c'est-à-dire en se déplaçant plus ou moins vite par rapport au laboratoire, on peut à volonté décider qu'un événement a lieu avant l'autre ou qu'un événement a lieu après l'autre, et l'ordre temporel n'est pas absolu. Donc oui, je veux dire, le problème de la non-localité quantique est complètement là-dedans. Ok, tout le monde est d'accord. Alors là, maintenant, une question qui en fait résume un peu tout. C'est quelqu'un qui a manifestement bien écouté aujourd'hui. Mais alors, finalement, nous demande cette personne, ces photons, là, nu1 et nu2, ils font comment? Ils obéissent aux équations de la mécanique quantique. Anything to add? Photons at the end of the day serve to make a click in the detector, so they simply die, unfortunately. D'accord, je crois qu'on va rester avec cette question, mais je pense que c'est effectivement une excellente question. Ben, ceux qui ont bien écouté, à la fin, restent sur cette impression. Mais ils font comment? Parce que finalement, on peut vous dire, oui, ils font selon ce que les équations nous disent, mais il n'y a pas vraiment une image, c'est ça le résultat. C'est ça le résultat. Il n'y a pas une image qui vous permet de dire, ben voilà, il y a A qui pousse B, puis ensuite il téléphone à C, puis etc., un truc comme ça. Il n'y a pas ça. Et néanmoins, ça existe. Voilà, ben ça c'est le message merveilleux de ce soir. Et là-dessus, je vous propose de remercier encore une fois Alain pour cet exposé.